La construction de la cathédrale commence vers 1175 pour finir vers 1540. Les travaux ont commencé par le chœur. Une fois celui-ci terminé, on a voulu continuer vers l'ouest en élevant le transept et le début de la nef. Mais dans la seconde moitié du XIIIe siècle, cette première cathédrale tombait déjà en ruine. On fit alors appel à un nouvel architecte, Gauthier de Varinfroy. Son intervention a profondément modifié l'édifice. Dans la foulée, on construisit de nouvelles façades pour le transept. Au XIVe siècle, on ajouta 2 nouvelles chapelles entre celles qui existaient au chevet. Puis, on se lança dans l'achèvement de la nef. Les travaux interrompus par la guerre de Cent Ans ne s'achevèrent qu'au XVIe siècle avec la construction de la tour nord. La tour sud, elle, n'a jamais été vraiment terminée. La construction d'une cathédrale est un chantier de grande ampleur, qui mobilise une grande masse de matériaux et une équipe d'ouvriers habiles, placés sous la direction d'un maître d'œuvre. Nous l'appellerions aujourd'hui architecte, mais ce mot n'était pas employé au Moyen-Âge. Le chantier est d'autant plus complexe que l'on n'avait évidemment ni électricité ni ordinateur. Tout se fait à la main. Pour la cathédrale de Meaux, la pierre a été prise dans la carrière que l'évêque possédait non loin de là, à Vared. Elle fut acheminée jusqu'à la cathédrale par bateau sur la Marne. Une fois arrivée sur le chantier, la pierre devait être retaillée. Les tailleurs de pierre enlèvent les morceaux inutiles et aplanissent la surface du bloc. Ils suivent les contours donnés par le gabarit, la forme en bois qu'a dessinée l'architecte. La trace de leurs outils apparaît encore sur les pierres. Quand la pierre est prête, elle est hissée à son emplacement définitif à l'aide de cordes et de poulies. Le chantier comprend aussi des charpentiers qui sont chargés de couvrir la cathédrale, mais aussi de fabriquer des cintres, éléments en bois servant à monter les voûtes. De nombreuses églises, au Moyen-Âge, consacrent leur portail à la représentation du jugement dernier. Les morts s'animent pour comparaître devant Dieu, qui les châtiera ou les récompensera en fonction de leur vie passée. À Meaux, comme dans bien d'autres cathédrales, on voit donc les morts surgir de leur cercueil, au centre. C'est la résurrection. Les bons, à gauche, entrent au paradis, accueillis par Saint Pierre, reconnaissable à sa clé, très effacée. Les mauvais sont conduits en enfer, à droite, par des diables velus. Certains sont mis dans un chaudron bouillant, d'autres tombent dans la gueule monstrueuse du Léviathan. La composition de cet ensemble ne doit rien au hasard. La disposition des personnages s'ordonne autour de la figure du Christ qui trône en haut de la scène. Le paradis est placé à la droite du Christ et l'enfer à sa gauche. L'architecture gothique se caractérise par la combinaison de 3 éléments. L'arc brisé, là où l'art roman employait majoritairement le plein cintre, la voûte d'ogive qui remplace la voûte en berceau romane, l'arc-boutant qui soutient la voûte à l'extérieur. Mais ce qui définit au fond l'architecture gothique, c'est surtout la volonté de bâtir des édifices en pierre toujours plus vastes et plus lumineux. Dans les grandes cathédrales gothiques, le mur se réduit de plus en plus au profit des surfaces vitrées. L'architecte finit par ne conserver que la structure porteuse, piliers et arc-boutants portant les voûtes. Le reste est fait de verre. La voûte est portée de plus en plus haut jusqu'au record de Beauvais, 48 mètres, dont l'effondrement partiel de la voûte, en 1284, sonne le glas de la course à la hauteur. La cathédrale de Meaux, avec ses 31,50 mètres à la croisée, s'inscrit dans la moyenne des grandes cathédrales gothiques. Elle dominait de très haut le reste de la ville médiévale. Les voûtes en pierre au-dessus de nos têtes représentent un poids de plusieurs tonnes qui pousse les murs à s'écarter. Pourtant, la cathédrale ne s'effondre pas. Pourquoi ? Parce que tout autour de la cathédrale, il existe des éléments extérieurs qui empêchent cet écartement. Ce sont les arcs-boutants.
À l'intérieur, on ne les voit pas, mais sans eux, tout tomberait. Ce système constitue l'une des grandes innovations de l'architecture gothique. Il a permis de monter des églises de plus en plus hautes, sans augmenter l'épaisseur des murs et des piliers. La cathédrale n'est pas une simple ossature de pierre. Elle est aussi un lieu à orner, à la fois pour rendre grâce à Dieu et pour instruire le fidèle. On y trouve des tableaux, des statues, des vitraux qui ajoutent à la beauté de l'édifice et qui rappellent l'histoire de Jésus, de la Vierge et des saints. La statue de Lecce Homo montre Jésus au moment de sa condamnation à mort, moqué et fouetté. Cette sculpture du XVIe siècle, qui a conservé ses couleurs d'origine, récemment restaurées, insiste sur la dimension humaine du Christ, figuré en pleine souffrance. Le petit donateur qui prie à ses pieds est l'image du fidèle qui s'adresse à son Dieu. Le retable de Saint-Éloi a été mis en place au XVIIe siècle.
La grande boiserie de style classique qui couvre tout le mur abrite en son centre un tableau du peintre Jean Senel représentant la mort de saint Éloi, patron des orfèvres bien connu grâce à la chanson du Bon Roi d'Agobert. Les autres statues représentent des saints, Roch, Fiacre et Joseph, très vénérés dans la cathédrale. Saint Roch était invoqué contre la peste. Saint Fiacre est un saint du pays de Meaux, particulièrement honoré par les jardiniers. Saint Joseph, époux de Marie, est l'un des membres de la Sainte Famille. Toutes ces œuvres sont d'époques diverses, car le décor de la cathédrale n'a jamais cessé de s'enrichir au fil du temps et aussi de l'évolution de la dévotion chrétienne. Comment fabrique-t-on un vitrail ? Les maîtres verriers du Moyen-Âge utilisent des verres teintés dans la masse par divers oxydes. À chaque couleur correspond donc un morceau de verre différent. Chaque bout de verre est ensuite inséré dans un réseau de plomb. Les détails tels que les yeux et la bouche des personnages, les plis des vêtements, les ombres, sont obtenus à l'aide d'une peinture noire que l'on pose au pinceau sur la surface intérieure du verre. C'est la grisaille. Cette grisaille doit être recuite avec le verre pour rester solidement attachée à son support. Elle reste cependant toujours la partie la plus fragile du vitrail et c'est souvent sa disparition qui rend l'ensemble moins lisible au fil du temps.